Gérard Davet, Fabrice Lhomme sont avec nous. Merci d'être avec nous. Merci Gérard, merci Fabrice. L'islamisation à visage découvert, une enquête Spotlight en Seine-Saint-Denis. Alors déjà, Gérard Davet, auteur du livre Inch'Allah bien sûr, et journaliste pour le journal Le Monde. On vous connaît. Fabrice Lhomme, pareil, vous faites un duo, voilà, qui avait déjà écrit un livre, qui avait beaucoup fait parler sur notre ancien président François Hollande. Vous êtes de retour donc avec ce livre, écrit en collaboration avec 5 de vos élèves. Une enquête rondement menée pendant 9 mois. Vous avez recueilli 21 témoignages pour construire cette enquête. Alors pourquoi ce nom de livre, Inch'Allah, parce qu'on va voir justement une vidéo de vous. Vous avez beaucoup brainstormé. Gérard, peut-être, ou Fabrice, comme vous voulez. En fait, pourquoi d'abord, le principe, c'est on forme des jeunes à l'enquête depuis de longues années. Là, en l'occurrence, on avait envie d'aider une cellule d'enquête de jeunes journalistes à enquêter sur ce sujet qu'on estimait intéressant. Pourquoi on l'estimait intéressant? Parce que François Hollande, justement, nous en avait parlé lors de nos nombreux entretiens, il nous avait dit clairement l'islam a un problème. Il y a un problème avec l'islam en France. Or, ça, venant d'un président de gauche, c'était quand même pas très courant. Donc on s'est dit, on va vérifier sur le terrain. Donc ces jeunes enquêteurs sont allés sur le terrain. Ils n'ont pas rencontré 21 personnes, mais plus de 200 personnes. Pour justement ramener ce livre que nous avons aidé à mettre en forme. Mais le fond, c'est vraiment eux. Leurs interviews, c'est vraiment eux. C'est vraiment eux, c'est ce qu'on dit. Alors, on va voir, il y a une vidéo de vous, vous êtes en train de brainstormer, vous n'êtes pas tous forcément d'accord sur le nom du livre. Regardez. Alors en fait, on s'est dit que les meilleurs qui marchaient, c'était toujours quand il y avait une expression un peu usuelle, détournée. Donc le discours qu'on propose, c'est « si Dieu le veut ». Ok. Le fait de traduire l'expression en français, ça montre que en fait la religion musulmane est une religion française, c'est une religion qui s'est ancrée en France, qui est devenue quelque chose. On ne peut pas faire sans l'islam aujourd'hui en France en fait. Donc le fait de la traduire, c'est très bien. Inch'Allah, ça aurait été moins intéressant, tu vois. Mais entre si Dieu le veut et Inch'Allah, je mettrais Inch'Allah moi, personnellement. Voilà, alors vous avez donc choisi Inch'Allah, vous personnellement, et ça a été retenu après. Alors déjà, c'est quoi l'islamisation? C'est tout simplement l'application de normes religieuses dans le musulman, en l'occurrence, dans le champ de la vie sociale française, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la police nationale et ailleurs. Donc c'est l'irruption de normes religieuses dans la vie de tous les jours. Alors, vous vous posez la question, l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, un fait ou une fake news. Vous avez donc envoyé vos élèves aller faire toute cette enquête. Ils venaient vous rapporter comment ça se passait au niveau du travail, parce qu'on a pas mal de vidéos. Ils venaient vous rapporter à chaque fois les témoignages qu'ils avaient reçus, Fabrice? Oui, mais plus que ça. C'est-à-dire que d'abord, ils nous relataient le contenu des interviews qu'ils recueillaient, mais surtout, en permanence, on se posait de la question de savoir où on allait, ce qu'ils étaient en train de trouver et ce que ça disait du territoire. Il faut bien savoir que cette enquête illustre, j'allais dire, la façon dont un journaliste d'enquête doit procéder, et c'est un peu une méthode, j'allais dire, un peu schizophrène. C'est pas facile, c'est-à-dire que on dit toujours pour trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc on part avec pas un présupposé, mais une intuition, un but à poursuivre, mais il ne faut pas exclure de faire demi-tour. Or là, plus ils avançaient, eux-mêmes qui sont tous 5 étudiants, aujourd'hui journalistes, tous d'opinions politiques différentes, d'origines différentes, etc., au fur et à mesure, ils s'accordaient tous sur le même point, à savoir que oui, l'islamisation, dont certains d'entre eux pouvaient douter au départ, est bien présente en Seine-Saint-Denis, sans d'ailleurs, on en parlera peut-être, sans qu'on dise forcément que ce soit un drame. Oui. Nous, on n'est pas là pour dire si c'est bien, si c'est pas bien, mais au moins documenter le fait que ça, c'est quelque chose qui, oui, existe. Et on va en parler. Alors, on voit d'ailleurs vos journalistes sur le terrain. Regardez. Je sais que dans notre ville, mais ici, j'en ai pas vu des commerces vestimentaires halal. Il y en a à Pantin ou il y en a pas? Peut-être, mais je ne sais pas où se trouve. Bonjour. Voilà. Vous avez des demandes religieuses, par exemple vestimentaires? Non, je n'ai pas demandé. Il n'y en a aucune? Aucune. Vous voyez plus de ports de signes religieux que les... Le voile, ça, depuis des années, depuis 4-5 ans, ça a évolué. Hein. On m'a parlé d'une salle de prière ici à la fac de Saint-Denis, notamment pour le vendredi. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas du tout? Non, pas du tout. Si vraiment il y a un lieu ici pour faire la prière, je ne sais pas. Alors, on va revenir donc sur le livre et les passages forts du livre. Déjà, vous parlez des commerces. Un passage sur la restauration de celui que vous appelez le guide est assez fort. Il parle donc de la restauration et pour lui, toute la nourriture à Saint-Denis est exclusivement halal. Sur la devanture de tous les kebabs, fast-food et autres pizzerias, on peut lire l'inscription halal, licite en arabe. Même chose sur les vitrines des boucheries du quartier où figure le tampon bleu AVS à votre service, l'un des organes pionniers dans la certification halal en France. Alors, on a posé la question aux téléspectateurs, donc la question que vous posez dans le livre, on l'a posée également à nos intervenants. L'islamisation de la Seine-Saint-Denis, un fait ou une fake news? On va parler des passages les plus forts du livre.
Pour vous, Karim Zeribi, c'est un fait. Moi, ce que je pense, c'est que, en fait, c'est un peu du réchauffé, ce livre. Parce que la plupart de ce que je qualifie comme étant des faits sont des choses connues qui ont déjà été relatées en 2015, 2016. Je pourrais les citer. Hein. Donc, on parle d'un dépôt RATP, c'est dans l'Obs, après les attentats du 13 novembre en 2015. On parle du rapport de Jean-Pierre Aubin, c'est dans l'Express en 2015. On parle de Roissy qui poserait un problème à Chine, c'est dans Marianne en 2016. En fait, j'ai l'impression que c'est une compilation, une juxtaposition d'éléments qu'on avait déjà à notre connaissance et qui sont posés tels des faits nouveaux. Or, il n'y a pas de nouveauté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je considère, ça a été dit par un des auteurs, que la démarche n'est pas idéologique. Ils se sont défendus sur tous les plateaux en disant « Nous n'avons pas eu de démarche idéologique, je veux bien les croire ». En revanche, je suis assez convaincu qu'ils ont une démarche commerciale avec ce livre. Simplement par le titre. Et d'ailleurs, il y a une réunion de rédaction, à un moment donné où ils évoquent le titre, où l'un des deux, je ne sais plus lequel, dit « Inch'Allah, c'est un titre racoleur ». Titre racoleur, ça veut dire à un moment donné, ça va vendre. Donc ça, pour moi, c'est une démarche plus commerciale que journalistique. Le troisième, c'est pas un délit de vendre, hein, mais on voit la recherche derrière. Troisième et dernier point, j'ai envie de dire que est-ce que ces faits, qui peuvent être des anecdotes de comportement qu'on trouve inacceptables, parfois inquiétants, sont à globaliser sur un département? C'est la question que je me pose. Parce qu'à un moment donné, ils disent la Seine-Saint-Denis, c'est 1 600 000 habitants et c'est 700 à 800 000 musulmans. Ah bon? Vous êtes allé chercher les chiffres où? Il y a un expert dont j'ai le nom, qui s'appelle Wilfried Cerisier, qui travaille sur la Seine-Saint-Denis, qui est un chercheur. Il dit, mais jamais de la vie. On ne peut pas sortir un chiffre pareil. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire de statistiques ethniques ou religieuses dans notre pays. Donc, tout ça me paraît, tout ce que je viens d'évoquer, encore une fois, je dis que c'est un fait. Donc je ne nie pas qu'il y ait des comportements qui peuvent poser question. Attention. Mais je dis que la manière dont c'est présenté, la manière dont on en fait la promotion, peut tendre à confusion. Il y a 6 millions de musulmans en France. Moi, je veux rappeler haut et fort dans cette émission qu'ils trouvent leur place dans la société française. Et leur pratique et leur foi, elle est exercée en compatibilité totale avec la République et la laïcité. Donc, il ne faudra pas faire et donner l'impression que de comportements que je qualifierais peut-être d'anecdotiques qu'il faut combattre, qu'il faut évoquer, qu'il ne faut pas cacher, parce qu'il n'y a pas de tabou avec ça, ne peuvent pas être pris à l'échelle d'un département, voire d'intérêt international encore moins. Alors on va laisser Fabrice et Gérard, Fabrice Lhomme et Gérard Davet répondre, après on aura Éric Nolot. Je vais essayer de faire très court sur les différents points évoqués. J'en prends un au hasard sur le titre. Oui. Il disait que c'était racoleur. C'est eux qui le disaient. Oui, non, je disais qu'il était plus racoleur, oui. Et je voulais dire en fait plus vendeur, ce que j'assume, que le premier titre qui était, si Dieu le veut, on ne sait pas à quoi ça fait allusion. Mais par ailleurs, moi j'ai aucun problème avec ce titre qui à mon avis est neutre. Je pense qu'on devrait à la limite plus débattre du sous-titre qui pourrait faire débat. Le titre, c'est une phrase banale, mais on l'a mise parce que chaque interlocuteur, ou quasiment chaque interlocuteur de nous journalistes, disait ça à la fin on va rappeler ce titre pour nos téléspectateurs, l'islamisation à visage découvert. Ensuite, je précise que quand même, beaucoup le disent, même s'ils ne sont pas pratiquants. Hein. Inch'Allah, c'est devenu presque quelque chose de... C'est une expression qui est très banale. Qui n'est pas traduite, qui n'est pas traduite, là. Alors, excusez-moi, juste un point. Je ne connais aucun auteur de livre, auteur de disques. Je ne connais même aucun député qui fasse campagne, qui fasse en se disant je vais essayer de me faire le moins de bruit possible, je vais essayer de ne pas être élu, je vais essayer de ne pas vendre mon livre ou de ne pas vendre mon disque. Bah si, c'est ça. Non, un livre, c'est fait pour être vendu. Non, pas du tout. Mais si, un journal, c'est fait pour être vendu. L'islamisme à visage découvert, je vous ai dit dans mon argumentaire que comme il n'y avait rien de nouveau, il n'y a pas de visage découvert. C'est la redit. Troisième argument. Vous avez tort. Il n'y a que du nouveau. Il n'y a que du nouveau. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Je vous ai donné les références journalistiques. Et la direction de la police judiciaire qui a fait un communiqué pour dire qu'il n'y a jamais eu de barbecue. Là, on ne comprend pas ce que vous dites, on va revenir sur les... Éric Nolot. Non, moi je suis en désaccord au moins sur 2 points avec l'analyse de Karim. D'abord, il dit on connaît tout ça. Mais l'intérêt du livre de Davet et l'homme, c'est que tous les faits sont rassemblés dans un seul livre. Et ça prouve qu'à partir d'un certain degré de concentration ethnique, le communautarisme se met en marche de toutes les manières possibles et finit par saturer un territoire. Ensuite, Karim dit une autre chose qui est vraie en soi. Il dit, mais la plupart des musulmans, ce qui est vrai, vivent en tranquillité avec la République et la laïcité. C'est ce qu'on écrit dans la préface, d'ailleurs. Oui, mais ce que montre Davet et l'homme,
c'est que les premières victimes de cet islamisme, ce sont les musulmans éclairés, les musulmans des Lumières qui se retrouvent en minorité. Mais je le vois dans mon quartier. Dans mon quartier, quand il y a le ramadan, il y a des femmes musulmanes qui font la chasse à d'autres femmes musulmanes qui ne pratiquent pas le ramadan. Et on fait fermer des commerces tenus par des musulmans qui vendent du porc. Donc ce sont les musulmans modérés, j'aime pas cette expression, les musulmans ouverts qui sont les premières victimes. Et eux, ils quitteront les rangs de la République et de la laïcité pour verser dans l'islamisme, pour être tranquille simplement sur ce territoire. Donc ça me fait au moins deux. Allez-y, Gérard. Juste une question à M. Zeribi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler une préfète déléguée à l'égalité des chances qui vous parle très longuement et de manière ouverte, en assumant ses propos, sur ce qu'elle constate en termes d'islamisation dans le département? Je termine, je n'ai pas terminé. Est-ce que vous avez rencontré un journaliste qui est déjà rentré dans un dépôt de la RATP? Je continue, je peux en dire beaucoup. Est-ce que vous avez des journalistes qui sont rentrés dans les écoles salafistes et qui vous racontent qu'il y a des dessins d'enfants, il n'y a pas de visage, la musique est interdite? Est-ce que vous en connaissez? Si vous me dites oui, alors franchement, je vous suis les yeux fermés. Ce que je voulais dire, c'est la thématique a déjà été documentée. Mais bien sûr, de la même manière. Mais bien sûr, de la même manière différente. Mais bien, de la même manière. On dit les faits. Est-ce qu'il y a des faits nouveaux? Je viens de le dire. Si vous ne voulez pas les écouter, c'est votre problème. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, j'aimerais qu'on vienne un peu sur le livre. Vous dites également, vous parlez des bonbons. Depuis une dizaine d'années, les industries de pâtisserie, de bonbons, de cosmétiques et même les agences de voyage se sont mises au filon. Pureté, consommer halal est devenu une évidence à Saint-Denis, de fait quasiment une obligation. Sur la littérature, vous dites, désormais le centre de Saint-Denis compte 3 librairies religieuses. À la librairie La Mecque, située face à l'église Saint-Denis de l'Estrée, au bout de la rue de la République, un rayon entier s'adresse aux femmes musulmanes. On y trouve des ouvrages au titre éloquent. Femme au foyer, redécouvre ton chez-toi. Polygamie ou ton mari à toi seul, ou encore droit et devoir de la femme en islam. On est tombé aussi sur des passages très limites dans les livres, voilà, que vous avez relatés. Ta maison, est-il écrit, c'est ton royaume. Si ton époux rentre du travail et trouve l'intérieur de la maison mal rangé et sale, il partira ailleurs jusqu'à ce que tout redevienne propre et bien rangé. Pareil pour la mode. Au numéro 23 de la rue, les shops, les branchés proposent des voiles de toutes sortes, turbans, bandeaux. Et voilà, la boutique Dubai Center a les mêmes en taille enfant. Il n'est pas rare de croiser le mercredi des petites silhouettes intrigantes, des fillettes voilées se rendant à des cours d'arabe. Alors vous dites que c'est fake. On vous pose la question qui est posée dans le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Donc l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, un fait ou une fake news? Vous dites une fake. Oui, je dis fake. J'aurais pu très bien mettre fake. Pourquoi je dis ça? Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que moi, je connais pas. Moi, quand je vais dans le 93, j'y vais au Stade de France. Ouais. Lui, il est toujours rugby. Je connais pas ça. Donc, je ne vais pas dire, vous allez m'écouter, c'est moi qui ai raison. C'est pas possible. C'est pas vrai. Par contre, là où je suis d'accord avec Karim, c'est que ça, on l'entend dire depuis 20 ans. Bien sûr. Moi, j'étais au gouvernement de Nicolas Sarkozy et François Fillon. On l'entendait dire déjà. Ça fait. Oui, mais ça s'aggrave. Ça fait 12 ans. Alors, mais quand il dit. Mais ça s'aggrave. De quoi ça s'aggrave? Il y a des chiffres. Il n'y a pas de chiffres, Eric. Arrête. Ce qui me gêne un petit peu, c'est par rapport à ce que disait Karim sur. Cyril a certainement l'évoqué tout à l'heure, les barbecues faits par les policiers. Alors, justement, on va revenir sur ce passage. C'est important parce que moi, ce que je veux vous dire, c'est parce que ce passage, tout le monde en parle, donc on va en parler avec les téléspectateurs. Moi, j'ai confiance en vous. Vous parlez des policiers. Est-ce que vous pouvez raconter ce passage à nos téléspectateurs? Oui, voilà. Ils vont le raconter mieux que moi. Oui, je peux vous le raconter. Moi, allez-y. Je ne veux pas vous couper. La polémique du barbecue, c'est le gros truc. C'est très simple. C'est un barbecue qui se déroule au sein de la police judiciaire, dans un petit village, une ville d'ailleurs qui s'appelle Beaujour, au nord du département. Et chaque année, la PJ fait un petit pot comme ça. Et dans ce pot, il est arrivé qu'il y ait des gens qui se plaignent parce que la viande n'était pas halal. C'est remonté jusqu'aux hautes autorités de la PJ. Et ça a créé effectivement un débat au sein de la PJ. Après, la PJ a fait des communiqués. Les syndicats ont fait des communiqués en disant ça n'est jamais arrivé. C'est pas le syndicat, c'est la direction. Non, mais vous savez pas de quoi vous parlez. C'est la direction. Non, c'est le seul affiché. Alors, c'est ce passage. Alors, je vais vous dire. On va l'afficher. Ce passage a fait énormément parler. On en a même parlé dans les JT. Est-ce qu'on peut l'afficher? Affichez-le. On va voir déjà le passage parce que ça fait parler partout. Regardez, on va voir. C'est même dans les JT. Tout le monde en a parlé. On va afficher. Ah oui, c'est simple. Bien sûr. Ce sont les syndicats. Les JT, s'il vous plaît. Le JT. Et que ce soit les syndicats. Et ça s'est passé quand? Il s'est passé ceci, c'est-à-dire qu'il y a eu des récriminations qui ont été adressées par des gens de religion musulmane qui ont été adressés à la direction de la PJ disant on veut du halal, il y a trop de femmes qui manipulent les barbecues et voilà, et ça s'arrête là. Et c'est pourquoi on l'a mis au début de ce livre. C'est parce que c'est une anecdote que je trouve révélatrice, mais qui n'en reste qu'une anecdote. Et effectivement, comme le dit M. Duval, on n'en parle plus après parce que je ne vois pas l'intérêt d'en parler après. Ce n'est qu'une anecdote. Alors,
ce passage n'a pas du tout plu. Il y a Abdoulaye Kanté, un fonctionnaire de police, qui démonte complètement ce que vous écrivez. Syndicaliste, Cyril, il faut le dire. Oui, alors il dit c'est entièrement faux. C'est pas un délit non plus. Hein. Non, mais c'est pas directement attendez, sa parole n'est pas moins importante que la vôtre. C'est pas directement. Il dit c'est entièrement faux, ne serait-ce que pour une raison. Il parle d'un fait qui s'est déroulé très récemment. L'an passé, il a été annulé pour cause de pluie en 2016 et 2017. Il tombait en plein mois de Ramadan. Les collègues musulmans n'étaient pas là. Alors c'est quand? Alors vous parliez de ce passage. Bernard Laporte, vous vouliez parler avec... C'est ce que je dis, j'aurais pu mettre les deux, parce que vous avez inquiété, donc bien sûr, comment vous croire. Mais comme je vous le dis, ça fait 20 ans qu'on nous dit ça. Vous avez été encore plus loin avec des élèves, etc. Et sur votre reportage, il est magnifique. Mais moi, j'ai envie de garder espoir. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et j'espère que c'est pas vrai, qu'on n'a pas dépassé la limite. Non, mais moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais moi, il y a que ça qui m'intrigue. J'espère qu'on n'a pas été trop loin et que malheureusement, on ne pourra pas faire marche arrière. On peut l'afficher. Pour répondre sur... Et pour finir, j'espère que vous avez raison, parce que si vous avez menti là-dessus, alors le livre, il faut le déchirer. Évidemment, je suis d'accord avec vous, mais il faut juste se demander comment on pourrait avoir l'idée, mais complètement dingue, de se dire, tiens, on va inventer cette anecdote. Quelle bonne idée. Ouais, honnêtement, on est des malades mentaux. Donc il ment. Par ailleurs, il ne sait pas qu'il ment pas, c'est qu'il ne sait pas. Mais le gars, il dit, vous saviez tout ce qui se passe. Mettez-le, s'il vous plaît, mettez-le, ce communiqué. S'il vous plaît, on peut laisser le juste un point, mais peu importe le communiqué, ce qui est drôle. Mais non, pas peu importe. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Mais laissez-moi terminer. Regardez la signature. Oui. Direction régionale. Direction, messieurs. Direction régionale de la police judiciaire. Mais c'est un syndicaliste. Cyril Hanouna. Appartient à Cyril Hanouna. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une direction mette son tampon sur un document de syndicat qu'elle ne validerait pas? C'est rien. Alors, c'est pas sérieux. Et surtout, je vais vous dire une chose qui règle le problème, parce que vous êtes passionné par cette anecdote qui n'a aucun intérêt. Ah non, on peut l'intérêt. On peut enquêter sur cette histoire, notamment Libération qui nous a appelé pour dire est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce qu'il y a des policiers qui démentent? Et finalement, le type de Libération a fait son papier sur le site internet parce que sans doute qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il aurait voulu trouver. Il l'a pas fait dans le papier parce qu'évidemment ça n'allait pas avec ce qu'il voulait expliquer, c'est-à-dire qu'ils ont tout inventé. Ah bah oui, effectivement, on a trouvé trace au moins d'un incident en 2014 où des policiers effectivement ont redemandé de la viande halal. Donc si vous voulez, le débat est clos et ce n'est même pas notre anecdote. Ah non. Non, mais lisez Libération. Libération. Vous décidez si le débat est clos, messieurs. Est-ce que vous avez lu Libération? Mais je voudrais pas qu'on fasse tout le débat sur ça. Des journalistes de cette qualité qui balayent d'un revers de main un communiqué qui dit les choses. Excusez-moi, c'est un peu facile. Je suis atterré. En fait, vous croyez systématiquement ce qu'on vous dit. Messieurs Davé et l'homme. Ah mais moi je fais confiance à la direction régionale de la police judiciaire. Concernant ce qui se passe dans la police, je leur fais beaucoup plus confiance à vous, à eux qu'à vous. Excusez-moi. C'est pas la direction. Moi, je voudrais rendre hommage à cet ouvrage, au moins sur un point, c'est qu'il évite les deux travers qui sont communs à ce genre de démarche, soit le déni, soit le délire. Il n'y a pas de déni parce que ça me semble difficile de nier quand même que l'islamisme essaye de mettre la main sur la Seine-Saint-Denis, c'est normal à partir d'un certain seuil de concentration, et ça évite le délire parce que par exemple, Davé et l'homme, ça n'a pas été signalé, font justice d'une légende urbaine de ce bar qui serait réservé aux femmes à Sevran. Vous savez, ça a agité l'opinion publique. Ça avait déjà été démontré par Bondy Blog. Oui, mais d'accord, mais là il y est allé, Ils y sont allés. Laissez finir Eric. Là il y avait une légende comme quoi il y avait un bar en plein Sevran qui était strictement interdit aux femmes. Ils ont envoyé des gens, et d'ailleurs ils ont fait un travail doux parce que la réalité qui est déterrée n'est pas forcément plus C'était une fake news. Alors mais en tout cas, celle-là est démontée. C'est pas eux qui l'ont démonté, Eric. Je trouve que c'est... Ça a été fait déjà par le Bondy Blog. Rends-moi César ce qui est à César. Oui, mais bon. Laissez entendre qu'on fait un livre à charge. C'est un livre équilibré. Il n'y a pas de Justement, il n'y a pas que cet exemple. Dans ce livre, vous constatez donc plusieurs évolutions dans les rituels des habitants de la Seine-Saint-Denis. Vous démontez également donc quelques idées reçues, comme cette histoire de grosse polémique du café de Sevran, prétendument interdit aux femmes. C'était passé même dans le JT de France 2. Souvenez-vous, ça avait fait beaucoup parler et en fait c'était une légende. Regarde. Nadia Remadna et Aziza Saya se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Vous cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, avec des hommes. On va se faire discrète, petite, dans un coin. Dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? Mais à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. C'est dans le 93. Et alors, le 80... Et alors? À Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme. Oui, alors, donc là, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Hein. Voilà, c'est que les femmes n'y allaient pas, juste voilà, c'est tout, qu'elles ne se rendaient pas dans ce bar. Ramous, d'abord, après je voudrais dire. Alors, pour revenir en fait au contenu du livre,
il y a des choses, moi, qui m'ont interpellé. Donc, moi, personnellement, étant né dedans, j'ai quand même appris des choses. Il y a un passage intéressant, vous parlez d'une gynécologue qui, justement, est confrontée quotidiennement au fait que des familles, et entre autres sur ce témoignage-là, qui était précieux pour moi, vous parlez du fait qu'elle a accueilli une dame avec son mari pakistanais qui lui a demandé de recoudre son hymen, entre autres, une opération. Et moi, j'ai toujours entendu cette légende comme une légende urbaine. On m'a toujours dit oui, ça existe, etc. Et je trouve ce témoignage hyper important, puisque là, vous avez vraiment la personne qui est confrontée au quotidien à ce genre d'intervention. Et pour moi, personnellement, ça m'a choqué. Et c'est ce que j'ai retenu de ce livre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de réussir à trouver un témoignage comme celui-là. C'est vraiment... Surtout ces gens-là qui s'expriment à visage découvert sont courageux et disent les choses très clairement. Elle, on parle d'une gynécologue qui s'appelle Ghada Hatem, qui travaille depuis plus de 10 ans en Seine-Saint-Denis, qui sait de quoi elle parle, et qui observe de plus en plus, justement, la montée d'une sorte d'islamisation qui justement, on parle des réflexions d'hymen, mais il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, elle se retrouve à faire des actes qui la dépassent complètement. Et elle le dit très ouvertement. Géraldine Maillet. Les territoires perdus de la République, la montée du communautarisme. Moi, je suis un petit peu d'accord avec Karim. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on l'entend. On l'entend, mais de la part de personnes un peu sulfureuses, comme Éric Zemmour. On l'entend de Gilles Kepel, on l'entend de Zora Habitant, que j'adore. Sauf que vous, là, pour la première fois, vous avez la carte. Vous êtes du côté de la bien-pensance médiatique. Vous êtes quand même issu du monde. Et donc, enfin, on vous écoute. On vous écoute et on dit « Ah oui, pourquoi pas ?» Donc là, pour le coup, pour une fois, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de discrimination. Et donc, vous êtes audible. Moi, après tout, ça me dérange absolument pas que le 9-3 soit à dominante musulmane. Ça ne pose aucun problème. En revanche, effectivement, ce communautarisme, est-ce qu'il est compatible pour vous et selon vous avec les lois de la République? Et moi, je trouve que globalement, ce que vous montrez, c'est plutôt non que oui. Alors nous, on a volontairement, on s'est tenu à distance de ce qui relèverait de la loi ou pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas procureur, on n'est pas policier, et par ailleurs, on entre parfois, dans des zones grises dans lesquelles je mets au défi quiconque de savoir si est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire. Il y a des cas qui sont discutables. L'employé de la RATP, que notre journaliste, justement, je le répète, on dit que ce n'est pas un fait nouveau, il y avait eu des articles, notamment dans l'Obs, comme disait M. Zerimi, portant sur le dépôt de bus de Pavillon-sous-Bois, des pavillons sous-bois, disant il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est un repère d'islamistes, etc. Mais là, il n'y a pas de nouveau, mais il y a un énorme nouveau, c'est que c'est la première fois qu'un journaliste arrive à entrer. Il est entré dans le dépôt de bus. Et qu'est-ce qu'il en conclut? Premièrement, que ce n'est pas un repère de barbus, contrairement à ce qu'on a dit. Donc il déconstruit la légende. Et en même temps, il dit, pardon pour la formule, qui n'est pas de moi, en même temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a quand même des comportements qui posent problème, puisque j'ai vu des personnes entrer dans une mini-salle qui est une sorte de salle de prière clandestine, alors que normalement, à la RATP, comme dans les entreprises publiques, on n'a pas le droit de prier sur le lieu de travail. Mais en même temps, est-ce que moi, je suis vraiment choqué? La personne doit prier, etc. Et ça renvoie à un autre chapitre qui est sur les patrons de Seine-Saint-Denis, où on met en face à face, en quelque sorte, deux patrons de deux entreprises différentes, avec deux attitudes différentes. Un, j'allais dire, ultra-laïcard, qui dit, la religion, elle s'arrête à la porte de l'entreprise, moi je veux rien voir ici, et un autre qui dit moi j'autorise à faire des prières. Et on ne tranche pas à la fin, parce que je n'ai pas la réponse et c'est pas à moi de la donner, c'est au lecteur de trancher après avoir lu. Doc Gineco, vous dites que c'est une fake news. Oui, il faut que j'aille vite parce qu'il y a eu beaucoup de choses évoquées et vous allez pouvoir me rejoindre après quelques pages qu'on aura tournées. Islamisation, c'est pas bon comme terme. On va y arriver après. Ensuite, vous avez fait un travail de journaliste. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? On va y revenir tout de suite, ouais. Non, après, parce que je dois développer pour y arriver. Bon, d'accord, ok. Du calme, s'il vous plaît. On va laisser passer. Vous avez balancé plein d'idées, après ça me fait tourner la tête. L'islamisation, c'est pas bon. Oui, et vous avez repris des termes qui sont des préceptes religieux, donc qui sont à approfondir. Et puis, vous êtes des journalistes, donc c'est un vrai livre. Mais c'est un livre de journaliste et je vais écrire un chapitre avec vous qui est celui-là. Mais ils l'ont déjà fini le livre. Non, on va faire une réédition. On va faire un chapitre. En fait, ce qui manque, c'est en fait l'islamisation, c'est pas le terme parce que moi, ma connaissance des musulmans et de mes frères, des gens avec qui j'ai grandi et j'ai traîné, c'est plutôt un rejet du système. Ça les dérange. Le système, ils ne le comprennent pas. Et des fois, les lois de la République, de notre pays. Des fois, ils en sont exclus à cause de problèmes sociaux. C'est pas antinomique. À cause de différents problèmes. Ils ne sont pas compris. C'est pas antinomique. Personne. Ils veulent du mal à personne, madame. Oui, ils ne se sentent pas intégrés. Ils rejettent
le système et ce qu'il lui propose. Et donc, l'islam lui propose quoi? Des trucs spirituels. Mais on est totalement d'accord. Alors, les mecs, les jeunes, ils sont là. Je crois qu'ils ne sont pas contre. Non, au contraire. Ni pour ni pour, bien au contraire, mais on est d'accord. Non, mais cela dit, une définition de l'islamisation. L'islamisation, c'est pas le terme, c'est que les gens se retournent vers le spirituel, qui soit n'importe quel des Français qui. Mais c'est la traduction concrète de ce que vous dites. Le système n'a rien à proposer. Mais là, vous êtes dans l'explication des causes. C'est ça la différence. Ils n'ont pas trouvé le système. Je suis d'accord. Bien sûr. Chroniqueur. Agathe. Bien sûr. Non, mais je critique pas. On fait ce chapitre ensemble. En fait, ce qui manque, c'est pourquoi les gens vont dans le spirituel. Et mais c'est une. Bien sûr. C'est vrai. Le système, il n'a plus rien à proposer. Là, vous parlez des. Et on est tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est pas les causes. Il n'y a pas les causes. C'est ça, exactement. C'est volontaire. C'est la situation. Agathe. Agathe, après Karine qui va rebondir là-dessus. Agathe. Plus tard. Après l'émission, il va écrire le tome 2 avec vous. C'est déjà une bonne nouvelle. Ce soir. Agathe. Allez-y, Agathe. En plus, tu mets le doigt sur un truc très vrai. Quand tu te détournes des lois du système de ton pays pour te réfugier dans ta religion, c'est une forme d'islamisation. Non, pas du tout. C'est parce ça qu'on parle. que les films, les livres, la télé, etc., il n'y a rien de qualité. Bref. Alors les mecs, ils disent... Ah, merci pour l'émission. Non, à part nous. Je vous avais prévenu qu'il était en forme aujourd'hui. Il a plus parlé en une émission qu'en 6 émissions. Là, il est au taquet. Il est au taquet. Agathe. Donc effectivement, c'est un fait. Effectivement, on ne peut pas le nier. Et effectivement, ce livre est moins pire dans le fond que dans la forme. Parce que c'est vrai qu'on voit, Inch'Allah, l'islamisation en village découvert, enquête Spotlight que vous utilisez en plus de façon assumée en le comparant au Boston Globe et le réseau de pédophilie au sein de l'Église qui a été dénoncé. Moi, je trouve ça un peu facile, un peu dommage. Mais le problème, moi, le seul problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que vous vous défendez de ne relater que des faits, que des anecdotes. Et quand ces anecdotes sont prises sans recul, sans mise en perspective et sans ces données sociologiques ou idéologiques que vous avez sciemment pris le parti d'exclure complètement du livre, absolument. On tombe, pour moi, malheureusement, dans l'islamisation. Parce que là, tu mets le visage de Bernard de la Billardière là, sur ta couverture. Ça me choque pas. On est sur enquête exclusive, on est sur M6. Mais vous considérez que le contenu du livre, c'est pas exactement ça. Et ça me paraît c'est pour ça. Et je trouve ça dommage de le vendre ainsi. Et je trouve ça dommage de sortir d'une lecture de 21 portraits, 21 anecdotes et de se dire, bon, bah, du coup, la Seine-Saint-Denis, c'est ça. Ce que décrit le livre, on l'a déjà connu en France. Il y a eu une religion qui est devenue une idéologie en France, c'était l'idéologie catholique, qui avait pour but de contrôler tous les aspects de la société. On a connu ça. Et même dans mon enfance, c'était encore très prégnant. On a eu beaucoup de mal à s'en débarrasser. Voilà, moi, ce qui me gêne dans le livre, c'est à faire la paix avec cette religion, à trouver la laïcité, la religion, on la tolère, la laïcité, c'est notre bien commun à tous. Maintenant, c'est au tour des musulmans de faire le même travail. Et c'est pour ça que je suis choqué par certains propos qui sont tenus, parce que notre devoir, c'est d'aider les musulmans modérés dans leur lutte contre la pieuvre et l'hydre islamique. L'hydre islamique s'attaque d'abord aux musulmans. Au lieu de chipoter sur tel ou tel point, on devrait tous les aider. Voilà. Après, je voudrais qu'on entende Christine très vite, Karine. Non. Alors très vite, donne la parole à Christine. Non, vas-y alors. Après. Non, je voulais dire à Gérard Davet et à Fabrice Lhomme, contrairement à ce qu'ils ont imaginé peut-être dans mon introduction, moi c'est pas à charge mes critiques. Ne prenez pas tout à charge. Soyez pas sur la défensive. On débat. Dans un débat, on peut pas être d'accord sur tout. J'ai d'ailleurs demandé à la production même de mettre l'accent sur un passage du livre. Je veux le dire parce que c'est pour vous montrer que je suis pas à charge. Il faut le dire, vous écrivez, le répéter sans cesse. L'immense majorité des musulmans de ce pays souhaitent vivre pacifiquement, en respectant les lois de la République, et rejettent totalement ces prédicateurs intégristes et autres kamikazes sanguinaires dont ils sont par ailleurs souvent les premières victimes. Donc je peux pas, vous pouvez pas dire, non mais, oui, mais attends, s'il te plaît, ça n'empêche pas et ça n'interdit pas le débat. Pourquoi je suis un peu gêné? C'est ma dernière remarque. Quand vous confondez ou juxtaposez ou associez ou additionnez, ou vous utilisez le verbe que vous voulez, des phénomènes d'islamisation qui me choquent, qui nous choquent tous, sur lesquels on doit se battre pour faire respecter la laïcité et la République. Vous additionnez ça à des phénomènes que je qualifierais plus des phénomènes de société, tels, dans cette rue, il n'y a que des boucheries halal. Là, on parle de business. On n'est pas en déficit de laïcité ou de République. On répond à une clientèle, à un besoin de clientèle. Pourquoi vous mettez au même niveau
des comportements d'islamisation qu'il faut combattre avec fermeté, sans pitié, avec... il y a des boucheries halal qui répondent à un besoin de la population. Qui a mis en Seine-Saint-Denis cette concentration de population? Qui a mis en place les ghettos? Elles se sont assignées à résidence. Ils ont tous décidé, les musulmans de Seine-Saint-Denis, d'aller vivre à Saint-Denis. Allez, on va vivre ensemble et on va rejeter les autres. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Ce que je veux vous dire, c'est que juxtaposer des phénomènes de société à de l'islamisation qu'il faut combattre, je trouve que quelque part, intellectuellement, pour des gens de votre qualité, ça porte en confusion. Non, mais vous êtes au cœur du livre, c'est-à-dire que je mets au défi quiconque dans cette salle, en lisant tous les récits qu'on fait, les faits que l'on donne, de pointer à chaque fois, ça c'est l'islamisation, ça c'est choquant, ça c'est pas choquant. Quand on documente le fait à travers des témoignages, c'est même pas nous qui le racontons, à travers la préfète déléguée de Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Fadela Benrabia, je ne crois pas qu'elle soit islamophobe, et qu'elle dit, on va en parler. Non mais c'est important à préciser, Fadela Benrabia, dans certains quartiers, il n'y a plus de blancs, tout est analysé, c'est sa phrase. C'est pas la faute des habitants. Mais est-ce que j'ai dit ça? On donne la parole à la préfète, si vous voulez. Et elle est quand même bien placée pour parler. Gérard et Fabrice. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et est-ce que de par sa position, on peut se permettre de lui donner la parole? Je pense que oui, je pense qu'elle connaît mieux la Seine-Saint-Denis que moi. Alors, ce que je dis, c'est qu'en fait, l'islam n'est pas dangereux, c'est les gens qui sont dangereux. Parce qu'il ne faut pas non plus faire croire qu'on n'est pas au courant. Il y a des endroits en France, donc là on parle de la Seine-Saint-Denis, mais il y a des endroits en France, en province, où on a l'impression de rentrer dans un quartier, ou même pas loin du centre-ville, on a l'impression de rentrer à Alger ou à Tunis, où tout est contrôlé, où tout est millimétré, où on a l'impression à chaque détour de ruelle, où on a l'impression qu'on n'est plus vraiment en France. Et c'est pas que c'est un souci, mais c'est que je pense qu'il faut le contrôler. Et moi, personnellement, quand je rentre dans une rue et j'ai l'impression de me trouver dans un autre endroit que dans mon propre pays, personnellement, moi, ça me gêne. Donc je trouve que c'est un fait et qu'il y a des choses quand même dans ce livre qui sont relayées et qui sont pas mal. Oui, certaines choses ont déjà été dites, mais elles sont actualisées au bout du jour. Dans le quartier chinois du 13e arrondissement, c'est exactement la même chose. Absolument. Bah oui. Oui. Donc ça veut dire que peut-être il y a aussi des politiques publiques qui nous ont amenés à ces situations. Parfaitement d'accord. Mais Karim, il veut un autre livre. Non, pas du tout. Il n'a pas fait enquêter, ils n'ont pas fait enquêter sur les causes. Alors c'est le tome 3 alors. Mais non, mais c'est vrai, le tome 2, il est avec. Pas le sujet. Non, mais ni les causes, ni les conséquences. Ni les causes, ni les conséquences. Mais tu as raison sur le fond. Comment on en est arrivé là? Évidemment. Voilà. Et il y a d'autres quartiers. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Eric, tu le disais tout à l'heure, il faut aider. Il faut aider la majorité qui conteste ça, qui combattent ça, de musulmans qui combattent ça. Déjà, pas nier la réalité. Mais moi, sincèrement, j'en veux énormément dans le cerveau politique. Quand j'entends des hommes politiques sur alors le vous avez message... été secrétaire d'État, les gens vous disent oui. Quand j'entends des hommes politiques... Qu'est-ce qu'on vous disait, à vous, voilà, quand... Moi, vous savez, j'étais secrétaire d'État au sport, on ne me parlait pas vraiment, quand... Quand j'allais au Conseil des ministres... Dans le sport, c'est important, il faudra en parler. C'est primordial, bien sûr. Mais quand vous étiez au Conseil des ministres... Justement, parce qu'effectivement, Doc, il a raison. Quand il n'y a rien, quand tu leur proposes rien, il ne faut pas s'étonner. Et moi, c'est pas à eux que j'en veux. C'est à nous. Personne ne prend ses responsabilités. Quand j'entends les hommes politiques qui disent mais non, mais il n'y a pas de problème. Mais oh. Et si tout le monde fuit, si personne ne prend ses responsabilités, alors ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris. Alors, il y a un passage très touchant du livre. Après, je voudrais attendre Christine Kelly. Vous rencontrez Thierry Roy, un père de famille encore brisé par le drame de la mort de leur fils. Ce père de famille n'a qu'une crainte, l'installation d'une mosquée en face de chez lui. Quentin avait 23 ans quand il est mort en Syrie, après s'être converti à l'islam et avoir fréquenté la mosquée des radars de Sevran, surnommée la mosquée Daesh. La mosquée Daesh, donc, c'est une salle de prière aujourd'hui fermée, située donc à Sevran. Bernard Le Lavillardière avait été du côté de Sevran, on s'en rappelle, on avait encore vu les images. Et ce père de famille redoute une chose, l'installation d'une mosquée en face de chez eux. Il s'y tenait des prêches violents, radicalisés, dirigés par un imam extrémiste. En mars dernier, il y a une image forte du JT de TF1 qui avait beaucoup fait parler. On y voit des élus chanter la Marseillaise face à des religieux musulmans qui contestaient en faisant leur prière. Regardez. Un face-à-face tendu. D'un côté des élus, de l'autre des musulmans. La Marseillaise répond à l'appel à la prière. Le ras-le-bol d'élus et d'habitants face à des fidèles qui prient chaque vendredi dans la rue depuis mars dernier. Je demande juste que le gouvernement fasse son boulot. Et son boulot, c'est d'interdire les prières de rue et interdire l'occupation du domaine public. C'est normal qu'il y ait des prêches dans la rue. La manifestation encadrée par la police municipale a bien failli déraper avant l'arrivée des gendarmes. Selon la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les manifestations religieuses comme les prières de rue sont possibles à condition qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon quartier, la mosquée de mon quartier. Il est content. Voilà, il est content.
Voilà, oui, Gérard. Ce qui est parfaitement normal, c'est que les musulmans n'aient pas de lieu de culte pour pouvoir aller prier, décent. Justement, c'est ça qui est scandaleux. D'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas une seule allusion, je crois, aux prières de rue. Parce que pour nous, en fait, c'est un faux problème, ou en tout cas, c'est un problème pour les musulmans, mais ce n'est pas un problème d'islamisation. Ça, c'est un problème de reconnaissance du fait qu'il y a une communauté qui est nombreuse et qui a besoin de lieux de culte. Le fait de prier dans la rue, ils ne font pas ça parce que ça leur plaît d'aller dans la rue, ils préféreraient aller à la mosquée. Donc en fait, ça, pour moi, ce n'est pas ça le sujet. Par contre, le vrai sujet, et on l'évoquait juste avant, c'est le fait que des communautés maintenant vivent entre elles. Et on documente le fait dans le livre, alors ça, vous allez me dire, ça a déjà été dit, mais c'est pas parce que ça a déjà été dit qu'il ne faut pas le répéter, qu'il y a des membres de la communauté juive de Seine-Saint-Denis qui soit quittent la ville, le quartier où ils habitent pour aller dans une ville plus sûre, où ils se retrouvent entre eux, ou alors ils quittent carrément le département. Et à l'inverse, évidemment, on va voir les musulmans se regrouper entre eux. Mais où ça va finir? Ça va finir qu'il y aura une ville chinoise, une ville maghrébine ou musulmane, en l'occurrence, une ville catholique, une ville juive. Ça me paraît extrêmement préoccupant. Deuxième phénomène, et après il faut que Christophe parle. Deuxième phénomène qui est très important aussi, c'est que certains profitent de ceci pour justement pratiquer ce qu'on appelle du clientélisme religieux. On révèle dans le livre aussi, à savoir qu'il y a un terme qui est employé qui est une mosquée égale 3 mandats. Qui c'est qui a dit ça, au fait? Parce que vous dites qu'il y a un terme. Qui l'a dit? Qui est l'élu qui l'a dit? C'est pas un élu, c'est Mohamed Eniche qui dit ça. Qui dit une mosquée égale 3 mandats? Oui, exactement. C'est un responsable associatif, lui. Oui, absolument. Oui. C'est ça. Un lobbyiste, en quelque sorte. Tout simplement, ils sont nombreux à profiter de ça. Les musulmans ont besoin de lieux de culte. Les maires ont besoin du vote musulman, bien sûr. Et donc, du coup, tout ceci, ils font affaire ensemble. Et ça devient du clientélisme. C'est un souci aussi. Christine Kelly, oui, vous dites fake, donc la question. Moi, là où je dis que c'est fake pour vous titiller un petit peu, c'est que derrière vous deux, de journalistes d'investigation, j'apprécie tellement votre travail, j'aime tellement votre côté investigation. Et quand je vois livre enquête choc, on va vous donner les preuves, etc., une enquête, un an, le terrain, et quand on ouvre et quand on lit le livre et qu'on voit effectivement des faits déjà connus, qu'on voit des approximations quand même, muezzin, minaret, lorsqu'on voit aussi des faits qui ont été déjà dits et des faits qui ne sont pas vérifiés, moi j'étais un petit peu déçue. Voilà ce que je veux dire. Après, j'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes allé à Saint-Denis? Il paraît que non. Pourquoi? Deuxième question, pourquoi est-ce que le nom... Pardon? C'est leurs élèves qui sont allés. Et pourquoi pas eux? Parce que ce sont eux les journalistes, ce sont eux que j'aime votre travail. Oui, c'est le principe du livre. Deuxième question, pourquoi est-ce que les noms des 5 journalistes ne sont pas sur la couverture? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils ne sont pas payés? Et pour moi, dernier mot, pour moi, il ne faut pas confondre stigmatisation et information. Et j'ai l'impression quand même que si vous deux, vous auriez été sur le terrain, ça aurait donné un autre livre. Et dernière chose, bravo d'avoir eu l'idée d'inclure des journalistes, parce que moi aussi, je vais souvent voir les jeunes journalistes dans les écoles, de les avoir inclus, de les avoir envoyés sur le terrain. Après, je reste quand même un peu déçue. Il y a beaucoup de questions, vous êtes rattrapés. Oui, j'ai essayé. Alors, il y a des questions plus importantes que d'autres. Oui, c'est ça. Alors, ils ne sont pas sur la couverture, parce que mettre 7 noms sur la couverture, c'est impossible. Et on a mis les 2 noms qui parlent au public, tout simplement. D'accord. Pour envoyer l'image d'enquête, tout simplement. Oui. Leur nom est sur la dernière page, elle est à l'intérieur. Et ça ne leur a pas du tout posé de problème. Ils reconnaissaient que c'était impossible de les avoir tous. Ils n'ont pas été payés, c'était à la demande. Ils appartiennent à l'école de centre de formation du journalisme, qui a demandé à ce qu'ils ne soient pas payés, pour qu'il n'y ait pas, pour que ça reste un projet pédagogique. Et en échange, par contre, il n'y a pas de droit d'auteur? Ils ne peuvent pas avoir de droit d'auteur, du coup. Donc, ils n'ont pas signé avec l'éditeur. Oui. C'est vous qui avez signé. Ils ont signé un contrat, en fait. Un contrat, justement, faisant qu'ils n'avaient pas de droit d'auteur, ce qu'ils ne pouvaient pas. Après, sur les problèmes principaux, je voulais revenir sur ce que vous disiez au départ. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il y a des faits qui ne sont pas vérifiés. Tout a été vérifié, et je suis désolé. S'il y avait vraiment de grosses erreurs dans ce livre, ça se saurait. Les quelques personnes qui ont contesté n'ont pas contesté leurs propos, ont contesté le fait qu'elles ne se reconnaissaient pas dans le livre. Mais ça, c'est surtout parce que les personnes ont peur, parce qu'elles ont parlé, et je les comprends, je leur en veux pas. Voilà pour l'essentiel. Et j'ai oublié quelques questions au passage. Le truc essentiel, c'est qu'on ne prétend pas à la perfection, tout simplement, et que toute enquête est imparfaite par nature. Voilà. Mais celle-ci, je vous garantis, comme dit Fabrice, que tous les faits ont été vérifiés. Il peut y avoir des approximations, éventuellement muezzin et minaret. Ça nous a échappé. On est faillible. Mais je suis contente de vous l'entendre. Non, mais tout à fait. Non, mais absolument. Et un tout dernier point sur parce que là, ça nous tient à cœur. Vous faites le distinguo entre stigmatisation et information. Vous avez parfaitement raison. Je pense vraiment qu'on est dans l'information. La stigmatisation, c'est insupportable. Et je mets en garde, en quelque sorte, l'ensemble des citoyens, des journalistes, des débatteurs sur le fait
il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas parler sereinement de ce sujet, en débattre, là on l'a fait d'ailleurs, et sans que tout de suite ce soit la stigmatisation. Je donne toujours un exemple, il y en a 100 000. Est-ce que lorsqu'on parle du problème de la pédophilie dans l'Église, et notamment des prêtres, est-ce qu'on est soupçonné d'attaquer la religion catholique? Non. On parle de choses qui posent problème, de dire on fait la différence. Là, l'islamisation et l'islamisme, en l'occurrence, qui se développe en banlieue, qui est minoritaire, on le dit, progresse, mais ne représente absolument pas la majorité de la communauté musulmane, et heureusement. Alors, Karim, vous vouliez... Oui, je voulais simplement dire que, encore une fois, moi j'ai porté une critique que je veux constructive parce qu'il nous faut un débat, ça a été dit, serein, mais il nous faut aussi un débat avec des arguments. Et j'ai essayé d'en porter pour expliquer effectivement qu'il fallait être très scrupuleux et très vigilant sur la dénonciation et le combat qui est amené contre l'islamisation, contre l'islamisme, plutôt, face à des phénomènes qui sont plus des phénomènes de société, qui ne sont pas en contradiction avec la laïcité de la République. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai envie de vous dire qu'il y a des défis pour notre pays. Et effectivement, je crois que la lutte contre tous les communautarismes représente un défi fondamental. Si on veut vivre, non pas côte à côte, non pas face à face, mais ensemble, il va falloir que nous ayons aujourd'hui des politiques publiques qui favorisent la mixité, là où ça n'est plus possible. On va avoir un débat sur l'école tout à l'heure. Quand vous avez des écoles de banlieue, mais quand vous avez des écoles de banlieue, d'ailleurs le livre l'indique aussi, vous avez 30 jeunes de la même origine, maghrébine ou africaine, dans une école qui est dite républicaine et laïque. Moi, ça me pose un problème de fond. Il faut que nous travaillions aujourd'hui au fait que les Français, parce que ce sont des Français dont on parle, puissent vivre ensemble, mieux se connaître, ne plus se défier, ne pas quitter les quartiers parce qu'ils se sentent en minorité. Moi, j'ai grandi dans un quartier quand j'étais minot, donc il y avait des Italiens, des Espagnols, des Juifs, des Portugais. Je pense que c'est pas un doux rêve. Je veux pas être nostalgique de cette situation. Je pense qu'elle est possible à retrouver, à condition qu'on mette en place des mécanismes publics pour ça. Vous dites que c'est fini, ça, moi, je pense que c'est fini. Je pense qu'on a failli tellement pendant des années et des années qu'on est aujourd'hui dans un système à l'anglo-saxonne, avec un communautarisme, avec les quartiers chinois, les quartiers italiens, les quartiers hindous, comme à Londres, comme à New York, et que c'est fini. La seule chose, c'est qu'il faut... Parce que la République est abandonnée. Oui, mais justement, le rétropédalage est impossible. Il est naïf. C'est démagogique, c'est impossible. Ça sera un autre sujet. On va parler de l'école, justement. D'où l'intérêt de ce livre qui permet de poser les faits. Est-ce que vous y croyez, ensuite. Est-ce que vous y croyez, vous? À quoi? Un retour en arrière ou des choses... À la fin du communautarisme. Je crois au vivre ensemble, bien sûr. J'y crois fermement. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce livre. Moi, je suis de nature pessimiste. C'est pas trop tard. Lui, il est plus pessimiste. Mais c'est ma nature, donc ça va. Voilà, c'est pour ça qu'ils travaillent ensemble. Fabrice Lhomme et Gérard Davet, Béchéri, Inch'Allah, aux éditions Fayard. Une enquête Spotlight sur la Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Gérard, merci Fabrice.